Faire un historique trop large, mais il y a quelques personnes qui ne connaissent pas. Donc Tela Botanica, ça a été créé en 99, donc c'est une association. Au départ, ce sont trois structures et une personne. Donc la Garance Voyageuse, la Société Botanique de France et l'association ACMAV, qui aujourd'hui est le bureau d'études de Biotope. Et puis une personne qui est Daniel Mathieu. Et donc ensemble, ils décident de faire un pari qui est d'utiliser le web, qui commence à se généraliser, pour faire, en tout cas, la botanique était un petit peu laissée à l'abandon, enfin, voire pas mal en déshérence. Comment cette science-là, on arrive à la réinvestir au travers d'un outil qui est le web, pour agréger de la connaissance, et à partir de cette agrégation de connaissances, justement, la diffuser, la partager, et faire monter en compétence pas mal de personnes, et donc faire de cette science qui était en déshérence une science qui recommence à vivre, à se nourrir, voire à évoluer. Voilà, donc trois axes qui sont donc la diffusion de la connaissance botanique. Donc on a récupéré pas mal de bases de données qui étaient soit fermées, soit en tout cas pas mises sur le web. Et donc on les a mis sur le web pour justement partager ces bases de données. On a travaillé aussi sur pas mal d'outils qui permettaient aux botanistes, amateurs, experts, quel que soit le niveau, de collaborer et donc de produire de la connaissance. Et ensuite, du coup, on a développé un réseau qui est passé de quelques centaines au début à aujourd'hui, on est à quasiment 44 000 personnes. Donc c'est un réseau d'individus, j'insiste. Et donc 44 000 personnes qui partagent justement une connaissance, quelle qu'elle soit. Donc il y en a qui arrivent, c'est des chercheurs qui arrivent avec des énormes bases de données qu'ils ont agrégées pendant 20 ans de leur vie et qui mettent au pot commun. Et puis, il y a des personnes qui vont participer à un programme de sciences participatives une fois, qui vont faire un transect d'observation sur un trottoir et qui vont partager peut-être 4 données d'observation. Donc on a vraiment tous les niveaux possibles. Bonjour. Donc on travaille avec donc le réseau, en tout cas il y a une équipe associative, donc c'est 10 salariés qui sont soit animateurs de réseau, soit informaticiens, et puis ensuite des administratifs dont je fais partie. La botanique, l'expertise botanique est au sein du réseau. Donc ça peut être un peu particulier, mais on travaille vraiment pour que cette expertise au sein du réseau, on travaille à ce qu'ils arrivent à bosser ensemble et qu'ils arrivent à partager ces connaissances-là. On a un comité scientifique et technique qui est quand même là, garde-fou, garant de tout ce qui se passe. Donc en gros, c'est une vingtaine d'experts, botanistes, écologie, informaticiens, systèmes coopératifs. Donc ce groupe d'experts nous permet de temps en temps, en tout cas, pouvoir les consulter, voir si on est bien sur des orientations. Quand on a certains sujets très scientifiques, on se tourne vers eux aussi pour savoir est-ce qu'on lance une mission espèce sur cette espèce-là. Il y a des données qu'il nous faut avoir. On travaille avec eux là-dessus. Et ensuite, du coup, on travaille avec tout ce panel de structures et d'institutions. Donc sur des projets hyper variés. Donc je ne suis pas rentrée dans le vif du sujet, mais si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à y répondre. Il y a des gros projets. Pascal, tu le sais. Donc il y a un gros projet sur lequel on est embarqué depuis une dizaine d'années maintenant. Vous aussi, je suppose, qui s'appelle PlanNet. Donc typiquement, à un moment donné, il y a eu la création d'une très très grosse base de données images par un réseau citoyen, donc via Tela Botanica. Cette base de données images, on l'a partagée, on a travaillé dessus avec les laboratoires de l'INRIA et du CIRAD pour entraîner des algorithmes de reconnaissance d'images, pas trop de bêtises, pour créer en fait une application qui aujourd'hui s'appelle PlanNet et qui permet de reconnaître une plante par une image photographique. Mais derrière, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de fait sur une base image récoltée bénévolement. Et ensuite, il y a eu un travail scientifique là-dessus. Et aujourd'hui, on continue à agréger de la connaissance au travers de cette application, qui est un gros programme de sciences participatives à l'échelle internationale. Après, il y a d'autres projets. On a travaillé sur les herbiers, sur la redocumentarisation des étiquettes d'herbiers, sur un gros projet qui s'appelle iRecolNet. Donc ça, c'est avec pas mal de muséums et d'universités. Après, il y a les programmes de sciences participatives, l'Observatoire des saisons, sur le phénomène de changement climatique et la phénologie. Donc on bosse là-dessus avec le CNRS. Quand je dis on, c'est Tela Botanica va travailler à mettre en place des protocoles simplifiés
et des plateformes collaboratives pour que ce fameux réseau de presque 44 000 personnes et autres participe à enrichir la connaissance. Voilà. Donc tout ça, dans un principe, alors c'est ma seule diapo, je trouve qu'à la limite j'aurais parlé que de celle-ci, tout ça dans un principe clé à Tela Botanica. Donc on a fait un choix, c'est le web, très bien, mais c'est du web collaboratif. Et là derrière, on s'impose des principes, enfin on s'impose, je dis imposer parce que de temps en temps c'est pas toujours facile de les maintenir, mais des principes coopératifs qui sont, je pense, la clé de la réussite de ce réseau. Donc en gros, on s'est appuyé sur ce principe coopératif. En gros, on a un collectif qui est totalement chaotique. Et au niveau de ce collectif très chaotique, donc en fait la société, on propose un objet commun. Bon, bah là, ça va être la botanique. C'est un objet très très global. Et autour de cet objet commun, la botanique vous intéresse, très bien, ben, on vous propose d'échanger sur cet objet commun. Donc c'est la deuxième, la communauté se forme. Donc autour de cet objet commun, la botanique, il y a plein de personnes qui choisissent d'échanger de l'information, voilà. Et puis autour de la botanique, il y a X thématiques potentielles. Donc qu'est-ce qu'on propose pour que autour de la botanique, on puisse s'intéresser à la taxonomie, aux herbiers, aux pastels de plantes, à l'usage des plantes. Donc on va créer une plateforme qui va permettre à des individus de s'agréger autour d'une thématique donnée liée à cet objet. Donc nous, on a créé une plateforme projet collaboratif, donc c'est un système totalement ouvert où les gens vont pouvoir échanger, coproduire, il y a des listes de discussion, il y a des porte-documents partagés, et puis petit à petit on l'enrichit, on leur permet d'avoir des outils communs de saisie, des outils communs de visualisation, des outils, voilà. Donc aujourd'hui, il y a 110 projets portés par le réseau. Donc c'est potentiellement 110 productions. Alors, ce n'est pas des publications, mais 110 productions citoyennes sur ces thématiques liées à la botanique. Donc la communauté s'organise, enfin, on s'auto-organise, on produit uniquement des outils pour qu'ils s'auto-organisent. Donc évidemment, toutes ces choses-là, on les structure, on a créé cette plateforme projet, on l'a fait reconnaître. Tela Botanica, voilà, c'est surtout un site internet qu'on vient juste d'ailleurs de refaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a un nouveau site tout beau, tout propre, voilà, et qui donne à voir ce que produit cette communauté. C'est important, puisqu'en donnant à voir, évidemment, d'une part, on intéresse d'autres personnes, et d'autre part, ça amène aussi une structuration, non pas sur le web, mais sur les territoires. Et ça, c'est important, parce que d'un seul coup, nos projets vont s'ancrer sur des politiques, vont s'ancrer au sein de territoires avec des acteurs qui sont aussi organisés sur ces thématiques-là. Et donc, tout ce beau monde et toutes ces connaissances produites et partagées nous permettent aujourd'hui d'avoir constitué ce qu'on appelle une communauté épistémique qui, justement, cette connaissance, on est en capacité de l'analyser, de la rendre visible, de la pré-mâcher pour en faire quelque chose de très pédagogique. Et donc, par exemple, aujourd'hui, il y a 4 ans, on a travaillé sur un MOOC qui a permis de valoriser l'ensemble de ces connaissances qui avaient été coproduites et qui étaient souvent inaccessibles. Donc on a fait un MOOC botanique qui, lors des 2 diffusions, a permis de rassembler tout de même presque 60 000 personnes qui se sont formées à la botanique. Sur les 60 000 personnes, il y a quand même eu 23% qui sont allés jusqu'au bout, ce qui est énorme. Et tout ça par des principes en fait, de partage et de coopération et des systèmes collaboratifs très 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 ouverts. Voilà. L'image de marque de ce MOOC-là, c'est vraiment l'aspect collaboratif. Voilà, donc là ma petite flèche verte, c'était pour dire dans un réseau coopératif, il y a 1 à 5% de personnes qui produisent de la connaissance. Derrière, il y en a 10 à 20 qui vont réagir sur cette connaissance, mais l'intérêt de la communauté, c'est bien tout l'ensemble, parce que ces observateurs, c'est à la fois des futurs réactifs, des futurs producteurs, mais le poids de notre réseau, c'est bien ce que l'on voit ici, c'est bien ces 43 000 personnes qui potentiellement vont participer, qui potentiellement vont transmettre peut-être une observation, mais qui vont aussi se faire relais d'un message. Donc ça, c'est dans le partage de notre connaissance, ça n'est pas que la donnée, c'est aussi ce transfert d'informations qu'il faut avancer. Voilà. Donc c'est en gros le réseau coopératif, on a 4 enjeux, c'est échanger, produire, partager, rayonner, et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour permettre tout cela.
Donc ça, c'était juste pour vous montrer où est-ce qu'on était. Donc on est un peu partout. Donc c'est en gros en France, Europe, et puis beaucoup en Afrique. Le réseau, c'est 50% de débutants. Et c'est voilà, 25% d'experts et 25% qui amateurs éclairés, quoi. Et c'est quelque chose qui évolue. Bon, je vais pas vous faire un speech sur le web collaboratif, mais en gros, s'il y avait 3 mots importants, hein, c'est donc il y a un principe quand même qui est de pouvoir favoriser un environnement d'abondance pour créer de la connaissance citoyenne. Donc ça veut dire qu'on va qu'on va faire des choix sur évidemment tout ce qui va être les licences libres, l'open data, de l'animation qui permettent la coopération à tous les niveaux du projet. C'est la rédaction du projet, c'est le partage de l'info de base, c'est l'ouverture pour que de nouvelles personnes viennent participer à ce projet. Enfin, voilà, donc c'est vraiment favoriser un environnement d'abondance, c'est à tous les niveaux. Il y a de l'info, mais en même temps, je la laisse ouverte parce qu'elle doit s'enrichir. Donc tous les outils que l'on peut créer pour cela, évidemment. Faciliter le passage à l'acte, bon, bah ça, c'est tous nos protocoles facilités, c'est des outils open source, c'est la visibilité sur le net, c'est de la communication et de l'animation de réseau de manière forcenée de temps en temps, mais on ne peut pas faire autrement. Et puis après, bah, s'inscrire dans le temps, donc ça c'est vraiment un peu le point faible sur nos systèmes coopératifs, c'est que l'open data c'est super, l'open source c'est super, le collaboratif c'est fabuleux, mais par contre derrière, bah, y a le maintien des infrastructures qui permettent tout ça, on s'appuie sur des financements publics, on n'est pas sur des logiciels propriétaires, donc on ne va pas vendre non plus des services. Enfin, donc c'est des questions quand même, il y a toujours un équilibre à trouver qui n'est pas toujours évident. Et puis derrière, pour que les gens participent, bon, bah, ça c'est comme partout, hein, le sentiment de bienveillance, bah, comment on le maintient au travers d'un web sur une communauté de 43 000 personnes, ça se travaille. Voilà, c'est un métier, ça s'appelle l'animation de réseau. Bon, je ne vais pas m'étaler, hein. Ça c'est vraiment donc des données, c'est ce que je vous disais. Ça c'est notre fameux espace projet collaboratif. Donc c'est quand je vous disais une communauté pour se structurer, elle va avoir des thématiques. Donc on a créé un petit espace qui se crée très facilement et chaque personne, un porteur de projet peut produire peut proposer une thématique à la collectivité et on va lui donner un espace de visibilité qui va permettre justement de rassembler des individus, partager de la connaissance et produire. Donc ça c'est tous les outils que l'on a, je ne vais pas m'étaler non plus. Ça c'est typiquement un outil de saisie tout bête, hein. On a une petite suite logicielle qui s'appelle Floradata qui permet la saisie, la gestion des données, la qualification des données, l'identification des données, l'export des données, la visibilité des données, tout ça c'est gratos. Tout ça c'est en open source et tout ça c'est disponible pour tout porteur de projet quel qu'il soit qui veut créer un inventaire, créer une observation. Voilà. Donc là derrière nous on a un gros enjeu par contre, c'est de faire que ces données soient scientifiquement valables et au format de toutes les politiques environnementales parce que tous ces projets là n'ont d'intérêt que si justement on peut aussi travailler sur une transversalité entre citoyens, chercheurs, politiques environnementales, collectivités, voilà. Donc là, il y a un gros travail de mise au format, de qualification des données. Ce que je ne dis pas, c'est que la qualification et l'identification des données se fait également de manière collaborative. Voilà. Donc c'est par exemple, typiquement, on a 2 plateformes qui s'appellent Identiplant et Pictoflora, qui permettent de... j'ai une donnée, je ne maîtrise pas trop cette observation que j'ai faite, je ne connais pas spécialement, je ne suis pas sûre, je doute de ma donnée, je la mets au pot commun et je la rends visible. Et la communauté peut interagir en me disant est-ce que tu as bien regardé ce petit percule, ce petit machin, et donc on apprend en faisant, on sait tous. Et derrière, évidemment, c'est une communauté d'experts qui participent à l'identification et la qualification de ma donnée individuelle. Donc on est sur une identification par les pairs a posteriori. Ce qui peut être de temps en temps décrié, on le sait. Et puis donc voilà, toujours pareil, hein, il faut qu'on rende visible, donc on rend très visible. Voilà. Donc une donnée qui est observée, elle se retrouve sur une carte. Automatiquement, il y a une image qui rentre dans une galerie. Donc ça, c'est sur le site internet. Il y a des addicts qui vont vite voir la galerie et qui précisent, attendez, mais là cette photo,
c'est pas du tout l'espèce concernée. Voilà. Et puis on fait des actualités, évidemment, donc toutes les semaines, on sort une newsletter. La lettre d'actualité de Tela Botanica, c'est plus de 30 000 personnes qui la lisent. Et c'est tout le réseau qui y participe, puisque c'est pas nous qui allons rédiger toutes les actus. En tout cas, c'est une lettre qui aujourd'hui fait référence sur ce domaine-là. Voilà. Donc toutes les données que l'on produit sont en licence c'est Bayasa. C'est plus facile à gérer. Bon voilà, donc le MOOC j'en ai parlé. Et ça c'était juste pour vous montrer un petit peu tous les différents protocoles qu'on peut avoir, puisque du coup on va travailler, dans l'ODS je vous disais, sur la phénologie au niveau du changement climatique. Donc ça on travaille avec le CNRS depuis une dizaine d'années. On a à peu près 5000 personnes qui sont impliquées de manière durable, ce qui est rare sur un programme de sciences participatives, puisque les citoyens qui participent à ce projet sont là depuis plus de 3 ans. Et observent la phénologie des plantes alors dans leur jardin, dans la cour de l'école, voilà. Donc on a pu éditer et publier avec les chercheurs du CNRS un bouquin, à la fois de vulgarisation, mais également qui est tout de même un rendu de tout ce qui a été produit pendant 10 ans par ces presque 5000 citoyens qui ont travaillé sur l'observation de la phénologie de ces plantes-là. J'insiste là-dessus, c'est que sur les programmes de sciences participatives, donc le partage ça va dans un sens mais ça va aussi dans l'autre, sur ces programmes de sciences participatives, souvent on a énormément de mal à récupérer les données des chercheurs. Je veux dire par là l'analyse qui a été faite des données brutes d'observation. Et ce rendu citoyen, il est primordial, parce que sinon, bah, évidemment, on désamorce la pompe. Hein, voilà. Et puis le citoyen chercheur, comme je l'appelle, il a plein de questions. Il est prêt à s'investir, mais de moult manières. D'ailleurs, on le voit, hein, il est très en demande de connaissances, de participer, de développer ses compétences, de rencontrer des chercheurs. Mais derrière, ce qu'il produit, évidemment, c'est un juste retour des choses. Donc là, sur l'ODS, cette publication, c'est quelque chose qui est quand même importante. Et c'est une vraie reconnaissance du travail bénévole qu'il y a pu y avoir pendant 10 ans sur ce programme de sciences participatives. Donc après, il y a plein d'autres programmes. Il y a le Sauvage de ma rue, Mission Flore, c'est quelque chose de tout nouveau. Et comment on travaille à ce niveau-là? Évidemment, on travaille avec plein de partenaires différents. J'ai parlé des chercheurs, mais il y a aussi les acteurs de terrain. Et donc, juste parce que moi, j'avais des questions, je n'ai pas répondu. C'est peut-être pas le lieu, mais voilà, il y a des juristes, super. En fait, c'est quoi les données à Tela Botanica? Donc on a des données, évidemment, ça c'est clairement, on les a identifiées, des données personnelles, puisqu'on a un annuaire avec plus de 43 000 personnes, avec des profils, des adresses mail, des localisations, enfin on a plein d'informations. On a des données sources, historiques, donc des bases de données, des publications, on a des référentiels, on a beaucoup de choses. On a des données d'observation, voilà, depuis 20 ans. On a des annuaires de structures, d'institutions, voilà. On a des données statutaires, on est une association. Et on a des données de type, dans nos fameux 110 espaces projets collaboratifs, on a des données de type compte rendu, liste de discussion, donc des messages. Voilà. Et donc, on voit bien que dans notre processus coopératif qui fait la richesse de ce réseau, c'est bien cet accès libre aux données de tout type qui fait que la richesse de notre processus. Donc on se pose des questions, par exemple, sur les données de type forum et liste de discussion, qui sont inhérents au principe coopératif. Est-ce que c'est compatible avec les RGPD? Enfin, voilà, est-ce que c'est des données personnelles? Nous, on se pose un peu la question. Ensuite, les données d'observation, on le sait bien, elles sont toutes attachées à un nom d'auteur. C'est d'une part une valeur scientifique, mais d'une part, dans notre système de réseau ouvert, il faut qu'on puisse recontacter l'auteur pour valider ou invalider la qualité de la donnée. Pareil, ces données d'observation sont-elles considérées comme des données personnelles? Voilà. Et donc, dans ce cas-là, nous, on se retrouve un petit peu, on sort notre nouveau site, on est content, tout notre processus fonctionne bien depuis 20 ans, la RGPD arrive, et là, on est un peu frileux, parce qu'on ne sait plus trop est-ce qu'il y a des incohérences entre ce que l'on fait et le contexte scientifique et collaboratif que l'on propose depuis 20 ans. Voilà, merci.